j'aimerais remercier les traducteurs simultanés qui font un excellent travail, j'en suis certaine. Alors, est-ce que c'est ça? Oui, merci. Parfait. Alors, on nous a dit que ça allait être normal, que ça allait prendre un petit temps avant que ça s'affiche. Donc voilà, je me propose, Paris Mongrain, je vous propose de vous partager mes observations quant à l'expérience des danseurs à travers le régime de compensation de santé et sécurité au travail, le régime québécois. Alors merci à Philippe Barré qui m'a demandé en fait de venir partager ses observations. C'est sur lesquelles, en fait, je travaille depuis au moins 10 ans. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon organisation, le Centre de ressources et transition pour danseurs, très brièvement les lois, les danseurs et leur admissibilité au régime, très brièvement encore la réparation et la réadaptation professionnelle, certaines aberrations qui ont été créées par le système, une forme de conclusion. Donc, très brièvement, le Centre de ressources et transition pour danseurs, c'est un organisme canadien. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et puis, il est voué exclusivement à aider les danseurs professionnels à franchir différentes phases de transition au cours de leur carrière, en particulier en ce qui a trait à la transition de carrière, donc à la fin de leur carrière. Ce qui est particulier au Québec, le Bureau du Québec a été ouvert en 2002. C'est en fait mon fort attachement au régime de la santé et sécurité. Bon, moi, comme ex-danseuse, ensuite comme secrétaire générale à l'Union des artistes, j'ai pu voir aussi, observer la détresse psychologique des danseurs professionnels qui traversent le régime, qui est assez anxiogène de par sa complexité. Donc, j'ai quand même décidé de consacrer une partie de mon temps à aider les danseurs à cheminer à travers le régime. Donc, la loi, extrêmement brièvement, qui est articulée, qui est administrée par la Commission des normes de l'équité, de la santé et sécurité du travail, à qui le gouvernement du Québec a confié le mandat donc d'administrer des lois, dont deux auxquelles je vais me référer aujourd'hui, la LSST et puis la LATMP. La LSST, extrêmement brièvement, a une portée en prévention, touche, comme on va le voir un petit peu plus tard, très peu les danseurs dans leur pratique quotidienne. Et la LATMP, qui, elle, vraiment est importante pour les danseurs, c'est un filet social considérable pour les danseurs professionnels. C'est donc la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui prévoit toutes les modalités de compensation pour les accidents du travail et des maladies professionnelles, de même que la reconversion de professionnels à la suite. Donc, Philippe en a déjà parlé, c'est un milieu où vraiment c'est multiforme, en fait, la façon dont les danseurs professionnels au Québec vont pratiquer la danse, leur statut, d'où ils viennent, la langue qu'ils parlent. Alors, tous ces éléments, le caractère non homogène de cette population rend difficile, en fait, l'accès au régime et puis l'application de certaines de leurs mesures. Je vous ramène un peu au milieu des années 2000, il y avait une confusion. Hein. Comme Philippe l'a dit, il y a une forte proportion de danseurs qui sont travailleurs autonomes, comme une forte proportion des artistes qui œuvrent au Québec de par la législation sur la loi sur le statut de l'artiste qui a une présomption selon laquelle un artiste qui œuvre au Québec est d'abord et avant tout un travailleur autonome. Donc, c'est vrai pour les danseurs. Donc, il y a eu un flou au fin de l'application du régime, compte tenu que, évidemment, le régime s'adresse davantage aux salariés
et que les travailleurs autonomes, ben, ils sont travailleurs sur le plan fiscal, mais dans les faits, il y a un lien de subordination qui est tel que, au final, la CNESST a reconnu qu'ils étaient travailleurs au sens de cette loi-là, ou de la LATMP très précisément. Donc, ça a pris quand même qu'il y ait un certain flou qui subsiste dans le secteur culturel pour que le ministère de la Culture, par le dépôt d'un plan d'action en 2004, déploie une mesure pour rectifier, pour que l'information circule mieux dans le secteur et pour que les artistes puissent bénéficier, si tel était le cas, des régimes de compensation. Donc, c'est en 2006 que la CNESST, à travers la table de concertation qui a été créée, la table paritaire santé et sécurité du travail dans les arts de la scène, que la CNESST a finalement publié un bulletin d'interprétation qui rendait non équivoque et qui rend encore non équivoque, dans la plupart des cas, l'accès de plusieurs artistes au régime. La beauté de la façon dont c'est écrit, en fait, c'est que ils reconnaissent d'emblée que les employeurs sont employeurs au sens de la loi dès lors qu'ils engagent des artistes qui travaillent dans certains secteurs de négociation, régis par les organismes comme l'Union des artistes, la Guilde des musiciens, l'ACTIS, l'Association des réalisateurs, Canadian Actors Equity, ACTRA. Et ça, c'est sans égard au fait qu'ils sont membres, ou les artistes sont membres ou non des associations, ou que en fait, les syndicats exercent ou non sa juridiction dans le secteur donné. On a obtenu aussi une mesure absolument exceptionnelle qui est la couverture des danseurs professionnels lorsqu'ils sont en entraînement et non réputés être sur un lieu du travail alors que ça fait partie intégrante de leur pratique professionnelle. Donc, encore une fois, extrêmement rapidement, la réparation et la réadaptation sont les deux départements à travers lesquels les danseurs vont cheminer. Donc, il y a un accident du travail ou la connaissance d'une maladie professionnelle. Il y a donc une réclamation qui est produite. Il y a une décision sur l'admissibilité. Il y a le suivi médical si la décision est favorable aux travailleurs, les soins, les remplacements de revenus. Et la fermeture du dossier médical, j'insiste un peu sur cette étape-là, elle est cruciale parce que c'est un médecin, l'expert, le bureau d'évaluation médicale ou encore le médecin traitant, qui va fermer le dossier médical et qui va statuer sur deux éléments fondamentaux. Donc, la présence d'atteintes permanentes qui se traduit en termes de pourcentage et qui donne lieu à un montant compensatoire forfaitaire pour clore le dossier, et les limitations fonctionnelles. Et les limitations fonctionnelles, eux, c'est une liste de mouvements à proscrire pour le travailleur en raison de sa lésion professionnelle et des séquelles qui subsistent. Donc, c'est la donnée qui est importante pour que l'agent de réadaptation qui a été assigné au dossier puisse donner ouverture au programme de réadaptation. Donc, il y a 3 formes de réadaptation, les mesures de réadaptation physique, sociale et professionnelle. On va s'attarder aux mesures de réadaptation professionnelle. Quelques points de friction. Donc, alors, c'est un magnifique régime, c'est un filet social inouï pour les danseurs professionnels, mais il y a quand même certains écarts entre l'expérience des danseurs et la volonté même du législateur, ce que ça donne, la chimie entre la conjonction des deux. Alors, la décision, il y a une confusion maintenant qu'il y a eu, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu la fusion des 3 commissions qui a formé en fait la CNESST, c'est arrivé il y a 2 ans, et puis depuis, il y a eu un réaménagement organisationnel au sein de la CNESST et on a constaté vraiment un net recul quant à la compréhension de ce qu'était l'artiste et la reconnaissance de ce qu'on avait obtenu, à savoir que certains artistes sont travailleurs au sens de cette loi.
Les types de traitements remboursés, on parle surtout de physiothérapie, de chiropratique, d'acupuncture, d'ergothérapie. Ce sont des belles pratiques. Les danseurs, par ailleurs, plusieurs vont privilégier l'ostéopathie, la massothérapie et d'autres formes qui sont plus considérées comme de l'entraînement, comme le pilates, comme la gyrotonics, mais qui, dans les faits, sont des mesures de réadaptation pour les danseurs. Donc, il y a un écart entre les soins prodigués et les soins remboursés et les soins privilégiés par les danseurs. Le temps d'attente pour la chirurgie, la CNESST a tranché très clairement, selon quoi il n'y aurait pas de remboursement des chirurgies au privé, donc les danseurs se retrouvent en attente dans un régime public qui est assez lesté en ce moment, donc ça crée évidemment là, tous les travers que ça suppose. Les changements fréquents d'agents d'indemnisation, très difficiles à vivre pour les danseurs, doivent toujours reformuler leurs demandes, rétablir un lien de confiance, avoir l'information juste, et puis d'un agent à l'autre, malheureusement, il n'y a pas une application homogène du régime. Leur faiblesse décisionnelle, merci, leur faiblesse décisionnelle, dans les faits, ils peuvent se circonscrire vraiment à régler en fait, tout ce qui déborde. Ils vont dire, bien, écoutez, je vais rendre une décision et contester là. Il faut savoir qu'en ce moment, les délais de contestation, la demande de révision administrative, elle est portée à 6 mois. Donc, pour un danseur professionnel qui a une blessure et qu'on attend une décision, par exemple, sur l'admissibilité, il peut attendre 6 mois avant que la décision soit révisée. Et puis, ensuite, bien, là, on parle de presque 1 an avant qu'elle soit entendue si les recours cheminent jusqu'au tribunal administratif du travail. Le stress induit, bien sûr, par les expertises médicales, la détresse psychologique liée aux accidents du travail. Un danseur qui est retiré de son milieu tend à vivre de la détresse psychologique et ça nécessiterait une intervention là, beaucoup plus solide de la part de la CNESST pour ce qui est de l'accès aux soins psychologiques. Très important, la consolidation d'un dossier médical ne correspond pas à l'aptitude à danser. Donc, normalement, quand le dossier médical d'un travailleur se ferme et puis on le rend capable, on rend une décision sur sa capacité de retourner au travail, bien oui, effectivement, peut-être que la blessure est consolidée, mais il n'est plus entraîné. Donc, il y a toute une période de réadaptation et ça s'ajoute au fait que pendant qu'il est si c'est un délai prolongé d'arrêt de travail, eh bien, il s'est créé un écart aussi avec l'employabilité. On n'a pas sollicité de contrat par mesure éthique. Des fois, on n'est pas capable de prévoir si on va être capable de danser ou pas. Donc voilà, ça crée toutes sortes de travail. Évidemment, le temps alloué au recyclage professionnel. Je vais vous parler de 2 cas. Je vais peut-être en laisser tomber un. Je vais m'attarder à un cas qui est relativement récent. Et c'est, appelons-la Béatrice. Béatrice qui, en janvier, constate qu'elle est enceinte. Elle a un contrat de travail à honorer qui doit débuter en avril. En février, il y a la délivrance du certificat médical qui atteste que son travail représente un danger pour elle ou pour l'enfant à naître. Et là, fait une réclamation pour pouvoir profiter du régime préventif pour une maternité sans danger. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, sans doute pas, mais au début, je parlais de la LSST. Or, la notion de travailleur au sens de la loi n'est pas étendue à la LSST. Donc, elle est vraiment travailleuse autonome. Soit l'agente vraiment tout fait pour cadrer, en fait, cette travailleuse-là à travers le régime, là, considérée comme travailleuse sur appel parce qu'il n'y a pas de délivrance d'un relevé de fin d'emploi. Donc, on établit, je vous fais grâce de tout le dédale de ce dossier qui a vraiment duré plusieurs mois puis qui n'est pas, merci, encore terminé. Mais je pourrais vous dire simplement que la base de calcul a été établie sur ce qu'elle a fait avec cet employeur-là au cours des 12 mois qui a précédé le début du contrat prévu, ce qui a donné lieu à une indemnité de remplacement de revenus de 9,42 par jour.
Donc, on est évidemment bien loin du salaire minimum. On est dans une absolue aberration. Et puis, on essaie de corriger là, en ce moment là, cette aberration-là. Et d'autant plus aussi qu'on lui a retiré la semaine d'indemnité alors qu'elle était prévue être en tournée à l'extérieur du territoire du Québec, sous prétexte que la LSST n'a aucune portée extraterritoriale. Évidemment, elle, là, ça a levé le voile sur la possibilité qu'éventuellement les danseurs professionnels ne puissent pas bénéficier, par exemple, les danseurs de compagnie, puissent pas bénéficier du régime parce que la majorité de leurs prestations est à l'extérieur du territoire du Québec. Passons à travers le cas de Chantal très rapidement, qui a subi une commotion cérébrale sur le lieu du travail, sans aucune ambiguïté, perte partielle de la vue, témoin à l'appui, annulation de la représentation. Et le dossier a pris mon intervention auprès du bureau à Québec et ça a achoppé au niveau de son statut. Donc, elle était travailleuse autonome, et puis là, tout à coup, personne ne s'y retrouvait plus. Son admissibilité a été constatée 11 semaines après sa commotion cérébrale, et là, vraiment, il y a eu tout le paquet de médecins qui ne savaient pas quoi faire avec une intervention qui est si tardive. Ce que ça crée, c'est que la danseuse qui bénéficie d'aucune autre assurance de remplacement de revenus est retournée au travail malgré qu'il était indiqué qu'elle arrête de travailler. Me permettez-vous de déborder de 2 minutes? Merci, Madame Sheila. Alors, le dernier cas, c'est celui de Thomas, qui est un grand danseur vraiment réputé à l'international, grave blessure, jeune, dans la mi-trentaine, revenu nettement supérieur à la moyenne au Québec, donc qui accote le maximum assurable par le régime, mais fait un peu inusité, mais qui n'est pas rare quand même dans le milieu de la danse. Il a l'équivalent sur le plan académique d'un secondaire 5. Et là, dans le programme de réadaptation, évidemment, vous aurez compris qu'il ne peut plus danser, ou donne ouverture au programme de réadaptation. Et là, l'écart est si grand entre les mesures que normalement la CNESST offre à l'ensemble des travailleurs et la réalité de ce danseur qui y jette la serviette à toute fin pratique. Là, en fait, l'exercice c'était de déterminer un emploi convenable pour ce capital humain de haute valeur et qui s'est retrouvé, en fait, à avoir le titre d'emploi convenable hôte dans un restaurant. Bon, outre le fait que vous comprenez que en fait, la grande difficulté dans ce cas-ci, c'était de parvenir à faire comprendre à la CNESST qu'avec une formation d'au plus 1 an et demi, il était difficile d'amener quelqu'un à occuper un métier qui protégerait son revenu perdu. Et donc, comme il n'y avait aucun métier qui l'intéressait, qui l'amenait à gagner avec une formation d'1 an, 1 an et demi, environ 65 à 70 000 $, eh bien, ils ont dit, on va vous déclarer un salaire quasi minimum et c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous, vous allez pouvoir recevoir pendant X années, jusqu'à 65 ans s'il le faut, une compensation financière. Or, c'est extrêmement démobilisant pour un danseur d'entendre ça. Le danseur, personne hautement performante, a besoin d'être pris en charge, a besoin qu'on croie, et puis a besoin de mesures concrètes et non fictives. Le dossier se règle en ce moment après 3 ans. Il faut qu'il soit représenté, évidemment, là, pour qu'il puisse cheminer jusque-là, sinon la majorité des gens abandonnent. Donc, très, très, très rapidement, beaucoup de terrains qui sont parvenus, qui ont été franchis là, pour améliorer l'accès au régime, pour améliorer la qualité de l'intervention. Il en reste beaucoup. J'en ai parlé à travers. Donc, il y a certaines mesures là, qui restent à aller chercher. Là, c'est ça sur quoi on travaille pendant les prochaines années. Merci.